abonner sous chaîne WhatsApp nous tout. Yon rendez-vous pour pas jamais manquer sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Sous Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Alter Radio. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bertrand Badi, dont le dernier opus, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, vient de paraître de chez Odile Jacob. Bonjour Bertrand. Bonjour Pascal. On va faire, comme d'habitude, un panorama de la situation mondiale, mais tu commences ton livre en disant « Vae victis », finalement, les victimes sont les gagnantes dans les guerres. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de guerres qui ont été gagnées récemment, les inventions militaires ont été tous des échecs, mais est-ce que c'est vraiment une règle générale ? Alors, il n'y a jamais de règle générale dès qu'il s'agit de phénomènes sociaux, mais il y a quand même une pente qui est tout à fait intéressante, et cette pente indique une rupture. Avant 1945, il était banal, pas systématique, mais banal, ordinaire, qu'une guerre soit menée d'abord entre puissances équivalentes, et d'autre part que le plus fort et le plus rusé, pour reprendre une formule vieille de Machiavel, l'emporte. Si bien, et c'est terrible à dire, la guerre a été fonctionnelle dans notre histoire des relations internationales, en gros jusqu'en 1945. C'est-à-dire, d'une part, elle apportait aux vainqueurs et aux plus forts ce qui l'attendait, et d'autre part, elle redessinait l'ordre international de manière plus ou moins fonctionnelle. La rupture qui, moi, m'intéresse beaucoup, intervenue en 1945 ou après 1945, doit beaucoup aux guerres de décolonisation. Parce que là, on a vu que systématiquement, alors pour le coup, là j'emploierais le terme systématique, règle générale, le faible emporte sur le fort. Et ça a créé chez moi une interrogation, pourquoi ? Pourquoi cette victoire systématique ? Pourquoi la France a été défaite dans les guerres de décolonisation, mais également la Grande-Bretagne, si on prend l'exemple du Kenya, entre autres, mais on pourrait aussi parler du Portugal, on pourrait parler de l'Espagne, de la Belgique, etc. Tous, voilà. Pourquoi ? Et c'est là que je me suis dit, mais il y a un paramètre qu'on négligeait jusqu'à présent, qui est celui de l'énergie sociale. C'est-à-dire que si ceux qui se battaient pour leur indépendance, pour la décolonisation, ont systématiquement gagné, c'est parce qu'il y avait une sorte de conscience absolue, c'est-à-dire la volonté de mettre toute son énergie sociale au service de cette cause. Et là, on voit que le canon est fort contre le canon, il ne l'est pas contre cette énergie sociale. Oui, mais parce que les uns jouent leur survie, leur vie, alors que les autres jouent leurs intérêts. En fait, finalement, voilà. Le schéma que tu emploies aurait pu servir pour Napoléon et l'Espagne. Oui, sauf que... En fait, c'est toutes les guerres de contre-insurrection qui ont été perdues. Oui, sauf que ça s'est peu à peu banalisé sous plusieurs formes. Et c'est ce que j'étudie dans ce livre. Premier élément, c'est que, à la faveur de la guerre froide, on a vu se constituer des formes nouvelles de conflictualité, qui sont d'abord les guerres d'intervention. Je pense à la guerre du Vietnam, on pourrait penser aussi à l'Afghanistan,
des guerres de conversion, c'est-à-dire celles animées par le fameux régime change, c'est-à-dire on fait la guerre à un régime dictatorial pour le démocratiser, ou du moins on présente les choses de cette façon. On a l'exemple de l'Irak en tête. Il y a la Libye aussi. Voilà, ou la Libye, et même aussi un troisième type de guerre nouveau, qui est la guerre de stabilisation, c'est-à-dire on fait la guerre pour rétablir l'ordre. Ça fait penser aux interventions militaires françaises, aux quelques 52-53 interventions militaires françaises en Afrique après l'indépendance. L'exemple le plus spectaculaire et le plus connu, c'est celui du Sahel, où effectivement on intervient avec l'idée non pas tant de convertir ou de déployer une stratégie à l'échelle mondiale, mais tout simplement pour stabiliser une région qui était considérée comme en situation de péril. Or, si on additionne les guerres d'intervention, les guerres de conversion et les guerres de stabilisation, finalement, aucune de ces guerres n'a débouché sur un résultat probant, c'est-à-dire tenir l'objectif qui avait été fixé, à savoir faire régresser le péril communiste en Indochine pour la guerre du Vietnam, ou établir une démocratie en Irak ou en Libye, ou rétablir l'ordre pacifique au Sahel. Rien de tout ça n'a été atteint. Alors, la question est renouvelée, c'est pas la simplicité évidente de la décolonisation où effectivement on se bat pour sa survie ou pour être, mais ce sont des conflits qui révèlent une très forte appropriation sociale du jeu international et du jeu martial, et que cette appropriation sociale qui renvoie à différentes formes, c'est autant des participations volontaires au conflit, des mobilisations sociales, mais aussi la constitution de milices privées, de flux mafieux. Bref, on voit dans tous ces conflits une interpénétration entre le politico-militaire et le civilo-violent, j'allais dire. Et tout cela met en échec le jeu classique de la puissance. Et donc, la question essentielle que je me pose, c'est est-ce que ce débordement social, cette appropriation sociale ne va pas plus loin que l'instinct de survie dont on parlait il y a un instant, et est-ce qu'elle ne correspond pas à ce paramètre nouveau du monde, pas seulement des relations internationales, qui est que l'on a désormais affaire à des individus, des collectivités sociales qui sont informés, qui sont en situation de visibilité, en situation de communication et en situation, je dirais, d'interaction avec le jeu conflictuel. Donc c'est le niveau d'augmentation de conscience de ce qu'on appelle l'opinion publique, ou plutôt des sociétés civiles, qui fait la différence. Oui, de conscience, de visibilité, de communication. Moi, j'ai été très impressionné, j'en parle un peu dans mon livre, mais sur le tard, parce que c'était au moment où je l'achevais, par la mobilisation de la Gen Z, en particulier à Madagascar et au Maroc. C'était vraiment au moment où je terminais mon livre, j'ai même réécrit certains chapitres en fonction de ça. Pourquoi ? Parce que on voit comment cette nouvelle génération a une toute autre lecture des relations internationales. Et je pense qu'il est très important, en relations internationales, d'avoir une approche générationnelle. Chaque génération a sa lecture et sa compréhension des relations internationales. Mais à Madagascar, les militaires ont repris le pouvoir, néanmoins. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y ait pas de malentendu, Pascal. Je ne dis pas que, ça y est, le social domine, gagne partout, plante son drapeau en tout lieu. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, il y a maintenant un paramètre social qui bouscule toutes les lois clausewitziennes, pour aller vite. Et ce paramètre social, premièrement, que ce soit bien clair, n'est pas forcément la vertu incarnée. L'énergie sociale peut produire des horreurs, des formes de violence absolue qui sont l'aboutissement de la rage ou de la colère sociale. Ça peut aller jusqu'à des choses dont on parle malheureusement pas suffisamment, mais qui sont absolument horribles. Je pense qu'à la guerre du Tigré, que personne ne connaît, 2020-2022, 120 000 femmes ont été violées. Et là, 500 000 morts. Ouais. Et en plus, 500 000 morts. Mais moi, quand j'ai lu ce travail fantastique d'une sociologue éthiopienne sur le viol de
d'une femme sur 10 au Tigré, je me suis vraiment interrogé. Et ça, c'est le côté horrible de l'énergie sociale. Donc, il y a de la bonne, il y a de la mauvaise. Ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, je ne dis pas que l'énergie sociale l'emporte partout, mais je dis qu'elle va complètement modifier, je dirais même démanteler les stratégies. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'importance du paramètre social fait qu'aujourd'hui, le calcul stratégique classique n'est plus possible. Parce que, par définition, on le voit bien dans le cas de l'Iran, par exemple, la mobilisation sociale, elle est imprévisible et elle est incontrôlable. Tu dis que, dans une phrase dans ton livre, les guerres contre les sociétés, même en lambeaux, ne se gagnent plus. Oui, mais ça, c'est un... Mais en Iran, le régime risque de rester, le régime risque de briser la contestation. Mais bien sûr, encore une fois, on est dans une situation d'incertitude bien plus élevée qu'autrefois. Parce qu'autrefois, on pouvait avoir une représentation stratégique de la force et de la capacité de l'adversaire. Aujourd'hui, et Poutine en a eu pour ses frais, on n'est plus en mesure de déterminer comment le petit auquel on s'attaque réagira. La formidable, l'exceptionnelle résilience sociale du peuple ukrainien a été un défi lancé à la 3e armée du monde, et ça a marché parce que quand même, au bout de 4 ans, ne contrôler que 18% du territoire ukrainien, c'est une défaite. Oui, alors qu'ils croyaient rentrer en libérateur ou sans difficulté, y compris dans En tous les cas, en dominant. Ouais. Alors, il y a quand même un élément, peut-être un conflit sur lequel tu as beaucoup travaillé, mais qui peut-être vient démentir peut-être l'exception à la règle que tu mets, c'est Gaza. Parce que finalement, Netanyahou a gagné. On ne parle plus, il n'y aura jamais d'État palestinien. Les Palestiniens sont dominés, ils sont persécutés, ils vont être chassés. Et donc, la Cisjordanie va devenir israélienne, de fait ou de droit. Enfin, de droit, selon le droit israélien, pas le droit intérieur, bien sûr. Et Gaza, c'est mort. Pascal, peut-être ne serons-nous plus là, ou ne serais-je plus là, mais je donne tout ce que j'ai comme pari que la cause palestinienne aboutira. Parce que dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas un seul exemple d'un peuple dominé, écrasé. Les Indiens d'Amérique. J'ai dit dans notre période contemporaine. D'accord. C'est ça la grande différence par rapport, effectivement, à ce tournant du 18e au 19e siècle aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, la conscience sociale aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était hier. Parce que la visibilité du monde n'est plus la même. Parce que les éléments et les arguments qui viennent alimenter la mobilisation sociale sont tels qu'ils deviennent indéfectibles. Et de même qu'il y aura un jour un État kanak, c'est absolument mécanique. Il y aura un État palestinien. Bah oui, mais enfin, on n'a pas chassé les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Regarde ce qui se passe. Être population en Cisjordanie, ça devient difficile. Il y en a de moins en moins. Les gens et on va présenter en fait le nettoyage ethnique comme une solution qui permette d'éviter un massacre de masse. Mais on voit les pires horreurs. Comment vas-tu les faire revenir ? Oui. On nous parle des pires horreurs, où le ridicule d'ailleurs se mêle à l'horrible quand on pense à ce projet de Riviera, qui ressurgit même un tout petit peu. Complètement. Bon, oui, mais moi je vois autre chose. Je vois que la lutte du peuple palestinien, elle a 78 ans d'âge. Elle est même plus vieille que moi. Et elle tient, elle est intacte. L'énergie sociale palestinienne, elle est intacte. On le voit bien dans les enquêtes sociologiques, anthropologiques, qui sont faites en Cisjordanie ou à Gaza, ou même ailleurs dans la diaspora palestinienne. Cette conscience, elle est intacte. Moi, ce que je vois, c'est que Israël a mobilisé des instruments de destruction incroyables contre non seulement les Gazaouis, mais les Palestiniens, et non seulement les Palestiniens, mais l'idée de Palestine. Et je vois qu'elle est toujours aussi forte, elle semble même grandir. Dans mon livre, j'étudie les effets majeurs de l'intifada, des 2 intifadas, sur la promotion de la cause palestinienne. La première a conduit
à la décision de la Ligue arabe de reconnaître l'État de Palestine comme tel et à effectivement faire abandonner à la Jordanie sa prétention sur la Cisjordanie. La deuxième intifada a remis la question palestinienne sur le tapis, alors que suite de l'échec des accords d'Oslo, on considérait qu'elle avait disparu. Donc, c'est ça la question que nous, dans notre métier, nous devons nous poser. Comment, malgré une incroyable force destructrice, eh bien, la cause demeure intacte? Alors la cause, oui, Bertrand, mais, et tu le dis dans ton livre, d'ailleurs tu l'écris dans ton livre, il y a aussi un phénomène d'identification générationnelle. Et alors soit on est irlandais, soit on est basque, australien, et on s'identifie. Simplement, voilà, on souffre. Générationnel. Mais néanmoins, malgré cette mobilisation générationnelle et mondiale, et tu parles de l'émergence d'une opinion publique mondiale aussi sur ce phénomène-là, sur le terrain, c'est pas l'opinion, c'est pas la mobilisation dans les campus qui va faire reculer Netanyahou. Alors, premièrement, je constate que suite à cette dramatique séquence qu'on a vécue du 7 octobre 2023 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, parce que tout ça c'est pas arrêté en tous les cas totalement malgré les accords d'octobre dernier de Sharm el-Sheikh, je constate que jamais la cause ou la thèse d'un État palestinien n'a été autant assumée par la communauté internationale. Crois-tu que ces 10 États qui ont reconnu l'État de Palestine l'ont fait à partir d'une idée jaillie du cerveau de la classe politique ou de la classe dirigeante? Ah non, ils ont suivi leur opinion. Voilà. Bon, ça, pour moi, c'est un premier élément. Notamment en France, d'ailleurs. Qui prouve que, grâce à cette énergie sociale, le système international s'est restructuré sur la question palestinienne. C'est-à-dire que désormais, l'idée de la solution à 2 États, qui dans mon esprit est la seule possible, même si elle demande énormément d'efforts, devient l'élément structurant du jeu international, alors que ce n'était pas le cas avant. Alors ça a coûté la mort de 100 000 Gazaouis, peut-être plus, n'est-ce pas? Oui. Mais ça veut dire que la mort de ces gens-là n'a pas abouti à ce qui était recherché, c'est-à-dire l'extinction de la cause. Celle-ci, nécessairement, va rebondir. Et je suis très sceptique sur ce projet qui, encore une fois, de temps en temps, frise le ridicule de paix à Gaza, de ce conseil de la paix au prix assez coûteux. C'est vraiment un conseil 5 étoiles, vu le prix. 1 milliard pour avoir un siège. Pour avoir le privilège. Je suis extrêmement sceptique. Je pense que ça ne se réalisera pas. Mais même si ça venait à se réaliser, mais nécessairement, le feu se ranimerait derrière les cendres, sous les cendres qui se sont accumulées. Donc, on est là. Je pense que l'idée, et d'ailleurs ça avait été explicite chez Netanyahou, chez son ministre de la Défense, l'idée c'était d'en finir. Le terme a été employé je ne sais combien de fois. Ils n'en ont pas fini. Ils n'en ont pas fini. Et la communauté internationale, avec beaucoup de guillemets, a dû se réadapter à cette idée que la solution du conflit passe par la solution à 2 États. Les juridictions internationales, qu'il s'agisse des institutions politiques, interétatiques ou judiciaires, je pense à la CIJ et à la Cour pénale internationale, ont dû préciser leur langage sur tout ça. Ça ne s'efface pas. Alors, comprenons-nous bien, je ne dis pas, voilà, on est dans un monde merveilleux où le peuple finit toujours par gagner sur le tyran. Ce qui est un peu... Moi, j'ai été très impressionné en lisant One Piece, le fameux manga qui a tant de succès chez les jeunes. C'était un peu l'imaginaire des jeunes actuellement. C'est-à-dire, finalement, la liberté l'emportera sur la coercition. Je pense que ça anime, notamment la nouvelle génération. Je ne dis pas que c'est une certitude. Loin, très loin de ça. Mais je dis en tous les cas
que c'est un paramètre que nous ne pouvons plus ignorer, nous autres internationalistes qui avons été bercés à la fameuse phrase de Raymond Aron, les relations internationales, c'est l'affaire du diplomate et du soldat. Non, je dirais c'est l'affaire 1 des peuples, 2 des diplomates, 3 des soldats et 4 des princes. Moi, je disais que l'ensemble de l'humanité est politiquement actif. C'est vrai qu'il y a ce facteur de l'opinion. Si tu fais la transition avec Trump, du coup, paraît quand même en réaction par rapport à ça. Parce que lui ne compte que sur la force. Alors, c'est très intéressant parce que là aussi, il y a de l'énergie sociale. C'est-à-dire, moi, je dis toujours que le Trumpisme est né avant Trump. C'est-à-dire que le Trumpisme, c'est l'émanation d'une crise sociale profonde de la société américaine, Et nous revoilà en plein dans le social. C'est-à-dire que on a sous-estimé à quel point le rêve américain de la fin du dernier siècle a été brisé par l'échec du néolibéralisme, quand on s'est aperçu qu'on n'en était pas du tout à la fin de l'histoire et que surtout les classes moyennes américaines, comme Branko Milanovic l'a très bien montré, les classes moyennes américaines se sont paupérisées et se sont mis à avoir peur de la mondialisation. Et donc, face à cette idée que la puissance américaine était en échec, ils ont demandé « Make America Great Again ». Et Trump, qui n'a aucune idée politique particulière, a compris que c'était le bon slogan pour gagner les élections. Mais ce qu'il ne savait pas, ou ce qu'il ne savait pas, j'en sais rien après tout, mais peut-être ignorait-il, c'est que cette demande était éminemment contradictoire. C'est-à-dire que derrière le Trumpisme, il y a 2 demandes qui sont totalement irréductibles l'une à l'autre. L'un qui dit « Make America Great Again », comme d'ailleurs Poutine avait dit il y a quelque temps « Make Russia Great Again », là-bas. Et puis d'autre part, il y a l'idée « No boots on the ground », c'est-à-dire plus d'intervention qui nous coûte des vies, des boys, et qui nous coûte même des sous. Hein. Et donc c'est en même temps demander de la puissance et demander de ne pas intervenir. Et c'est ce que fait Trump. En fait, il taxe tous les pays qui lui résistent, et puis sans envoyer de troupes. Regarde finalement la passivité, jusque l'affaire du Groenland, des pays européens face à Trump. Pendant 1 an, il les a rançonnés, il les a insultés, et ce n'est qu'à partir du moment où il a voulu s'attaquer à l'un d'entre eux qu'ils se sont dit, bon là, peut-être que ça va un peu loin. Oui, mais justement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette ambiguïté est longtemps tenable ? C'est-à-dire, est-ce que la puissance américaine va pouvoir se recomposer et effectivement reconstruire son hégémonie d'antan sans avoir à mobiliser de la force ? Que vont faire les bâtiments de l'US Navy dans le Golfe Persique ? Est-ce que c'est uniquement ce que j'appelle de la gonflette diplomatico-militaire, c'est-à-dire montrer sa force sans l'utiliser, ou est-ce qu'à un moment, si on veut rester crédible, la crédibilité, c'est quelque chose de très important en relation internationale, on peut ne pas utiliser la force. Je demande à voir, comme l'homme n'est pas nobélisable en matière de subtilité, je pense qu'il risque de se prendre facilement les pieds dans le tapis. En fait, on est un peu à un tournant, parce que jusqu'ici, de nombreux pays lui ont enseigné en disant, bon, on n'a pas le choix et on va payer... On est taxé, en fait, on est rançonné. C'est comme un mafieux qui passe chez toi en disant « je te protège, tu me donnes un peu une enveloppe ». Bon, il a fait ça et il commence à faire de la résistance. Il y a quand même le Brésil, il y a l'Afrique du Sud, la Chine, bien sûr. Et là, on voit quand même que maintenant, les pays européens, et puis il y a quand même le Canadien, là aussi. Que t'inspire la réaction du Canadien ? Elle est extrêmement intéressante. Le Canada, d'un certain point de vue, n'avait pas le choix, puisqu'il était annexé comme 51e État des États-Unis, donc où, effectivement, on s'aplatissait complètement, ou alors on résistait. Même de le risque aurait été de ne pas prendre de risque par rapport aux Canadiens. Absolument, ouais. Mais c'est une leçon pour l'Europe, parce que l'Europe est en train de devenir la cible privilégiée de Trump. Pourquoi ? Parce que cette... visée contradictoire, c'est-à-dire dominer le monde mais pas intervenir par la force, ça marche quand on est face au ventre mou du monde, quand on est face à des acteurs que l'on sait faibles et incapables de réagir. Et l'Europe, c'était parfait. Il y a quand même eu 3 gaffes accumulées par l'Europe. Ne pas réagir à la guerre tarifaire, ça c'est le printemps dernier. Deuxièmement, ne pas réagir aux sanctions prises contre un commissaire européen, un ancien commissaire européen, Thierry Breton. Et troisièmement... Et devant la Cour internationale de justice,
la Cour de pénal internationale, à fait. À l'Europe, normalement. Tout à fait. Et puis la troisième étape, ça a été cette réaction assez incroyable face à l'action menée au Venezuela, où le droit international n'était même pas, sauf dans de rares déclarations, mise en avant dans la réaction des chefs d'État et de gouvernement européens. Donc Trump a compris que c'était vraiment la cible idéale, un peu comme au loto, c'est-à-dire avec l'Europe, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Et évidemment, le Groenland finit par être difficile à avaler par les Européens et il y a un début de réaction. Tu as raison, mais je constate qu'à chaque fois qu'il y a une réaction qui nous encourage, le lendemain, il y a quelque chose qui nous déçoit. Ce week-end dernier, cette rencontre mystérieuse entre Mme Meloni et M. Merz, qui expliquaient l'un et l'autre pour de bonnes et de mauvaises raisons qu'il ne fallait pas quand même trop s'en prendre aux États-Unis et de mauvais aloi. Alors, si on additionne les Orban qui sont déjà au Conseil de la paix, les Merz et Meloni qui veulent ménager la chèvre et le chou, je ne sais pas si Trump est un chou ou une chèvre, et le désengagement d'un certain nombre d'États qui considèrent que de toute façon ce n'est pas leur problème, je ne suis pas sûr que c'est pas finalement la voix ruteuse, ce monsieur qui continue à appeler Trump daddy. On dirait un officier polonais de roumain par rapport à Ceausescu. Enfin, c'est vraiment hallucinant, ce niveau de flagornerie. C'est hallucinant et ça précipite les choses dans la très mauvaise direction. C'est-à-dire, mettez-vous à la place de Trump, quand il entend ce genre de comportement, il se dit, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce qu'il ne faut pas oublier le dernier élément, je crois que tu ne l'as pas cité tout à l'heure, qui est la posture prise en matière de relations russo-américaines, qui est, moi j'avais écrit il y a 15 ans un livre qui s'appelle « La diplomatie de connivence ». Voilà, diplomatie de connivence, c'est le substitut à l'alliance. On est connivent, c'est-à-dire il n'y a pas d'organisation qui structure notre coopération, il n'y a pas d'idéologie commune. Pourtant là, il commence à y en avoir une. Il n'y a pas d'engagement de fidélité, mais il y a des coups à faire ensemble lorsque nos intérêts sont... Le boss de la mafia. Et tout à fait. Et qu'est-ce qui unit Poutine et Trump ? C'est l'idée de marginaliser au maximum et de rabaisser l'Europe. Et donc la connivence marche parfaitement. Merci Bertrand, je revois la lecture de ton livre qui vient juste de paraître, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, moins mystérieuse une fois qu'on a lu ce livre, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alter Radio. Alter Radio, l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. L'autre idée de la radio. Alter Radio.